On August 20th, 1975, the first Viking spaceship was launched. Just 2 weeks later, there was a second Viking launch. Together, they began Viking the 1 search décolle for le Mars 20 août 1975 au Kennedy Space Center à bord d'un lanceur Titan 3. Après 10 mois de voyage, Viking 1 arrive aux abords de Mars et finit par se mettre en orbite autour de celle-ci le 19 juin 1976. Pendant le premier mois, Viking 1 identifia les sites sûrs pour l'atterrissage, car si l'atterrisseur se posant sur une montagne ou bien une région rocheuse, la mission de l'atterrisseur serait compromise. Le 20 juillet 1976, l'atterrisseur se pose en douceur sur la surface martienne, et les premières images sont prises 25 secondes après l'atterrissage et le monde entier découvrit pour la toute première fois de l'histoire le sol martien depuis sa surface. L'atterrisseur analysa le sol et découvrit du silicium en abondance, du fer, du magnésium, de l'aluminium, du soufre, du calcium et du titane. L'atterrisseur devait également trouver de la vie, mais sans succès. Viking 1 continua de fonctionner et de mener ses expériences jusqu'au 11 novembre 1982, date du dernier contact avec l'atterrisseur. Pendant ce temps-là, l'orbiteur continua d'orbiter la planète rouge et en février 1977, l'orbiteur s'approcha d'une des lunes de Mars, Phobos. Le 25 juillet 1976, au cours de sa 35e orbite, l'orbiteur prend une photo de la surface de Mars et on remarque une sorte de visage. À l'époque, tout le monde pensait que c'était la trace d'une vie intelligente qui aurait fait ce visage. Mais en 1998, l'orbiteur MGS ou Mars Global Surveyor prit en photo la même colline et cette fois-ci on ne distingue aucun visage. Cela est dû à ce qu'on appelle la pareidolie. La pareidolie est le fait de voir des formes familières comme un visage dans des nuages, des montagnes et ainsi de suite. La colline sur Mars, ressemblant à un visage, est appelée le visage de Mars. Après 1485 orbites, l'orbiteur rend l'âme le 17 août 1980. La mission Viking 1 fut une réussite totale et permettra de dévoiler pour la première fois la surface martienne et la première approche de Phobos. Roger that. Okay, we've got a good strong signal now. The President and I are both very, very proud of your accomplishment, and the entire country is just reveling in your success, and we all congratulate you.
that I declare the Opportunity mission as complete, and with it, the Mars Exploration Rover mission as complete. La NASA a annoncé le 13 février 2019 la mort du rover Opportunity, un engin télécommandé qui explorait Mars. Mais en quoi le parcours de ce robot est-il exceptionnel ? Pour commencer, Opportunity se distingue par un premier record, celui de la longévité. Censé durer 3 mois au moment de son atterrissage en 2004, il a sillonné la planète rouge pendant plus de 14 ans. Son frère jumeau Spirit, lui, n'a vécu que 6 ans. Deuxième record à son actif, celui de la plus grande distance parcourue sur un sol extraterrestre par un rover. Avec 45,16 km sur la planète rouge, il a battu le rover soviétique Lunokhod 2 sur la Lune dans les années 70 et le rover conduit par les astronautes américains de la mission Apollo 17, toujours sur la Lune, en 1972. Parcourir une telle distance sur Mars avec un robot télécommandé depuis Pasadena, en Californie, est un véritable défi. Le sol martien peut être périlleux. We had to literally surf across these dunes of wind-blown material, and the rover got stuck in one of those. Opportunity a aussi escaladé le cratère Endeavour, dont la pente est de 32 degrés. Opportunity has turned into quite the mountain climber. En plus du challenge technique, sa longévité et sa distance parcourue ont permis à Opportunity de faire avancer notre connaissance de la planète rouge. L'une de ses grandes utilités a été de donner de solides indications concernant la présence passée d'eau sur Mars. Cela a été possible en observant le sol martien, comme ces petites formations minérales surnommées les myrtilles. What we discovered was that those are features that form in water, and they were a really definitive sign that there had been liquid water on the surface of Mars sometime in the past. Des signes confirmés ensuite plusieurs fois, comme par exemple avec la découverte de cette veine de gypse. Opportunity a aussi exploré plus d'une centaine de cratères, comme celui-ci, le cratère Victoria, dans lequel il a passé un an. Cela a permis d'en savoir plus sur la formation et l'érosion de ces cratères. Pour terminer, la durée exceptionnelle de la mission a permis d'étudier les conditions extérieures sur Mars, comme l'ensoleillement, les nuages ou les tempêtes de poussière. Le contact avec Opportunity a d'ailleurs été perdu le 10 juin 2018 lorsqu'une tempête a obscurci l'atmosphère martienne durant plusieurs mois et a empêché le rover de recharger ses batteries. L'ultime message au robot a été envoyé depuis la Terre le 12 février 2019. Il est resté sans réponse. « 5, 4, allumage des moteurs. Le 4 août 2007. Décollage de la fusée Delta II et de la sonde Phoenix. Une fusée quitte la Terre avec à son bord une sonde spatiale en mission suicide vers Mars. Le passager ? Un robot géologue baptisé Phoenix en route vers l'Arctique martien. Sa mission ? Dévoiler les mystères de la vie sur Mars. D'après certains scientifiques, il y aurait peut-être eu de la vie sur Mars par le passé et il pourrait en rester des traces. S'ils ont raison, Phoenix pourrait mettre à jour les toutes premières preuves de vie sur une autre planète. Mais cette quête doit toujours commencer par la recherche d'un élément fondamental. Chercher l'eau est la devise de la NASA depuis des années. Là où il y a de l'eau, il y a une chance que la vie existe. C'est dans cette idée que le programme spatial a envoyé une véritable flotte sur Mars à la recherche de l'élément liquide. Certaines de ces missions ont trouvé des indices prometteurs. Phoenix est un robot géologue conçu pour détecter la présence d'eau sur Mars. C'est une mission révolutionnaire. La sonde va creuser sous la surface de la planète et analyser la glace et la terre à la recherche de preuves de vie. En cas de réussite, Phoenix pourrait bouleverser notre conception de la vie. C'est une mission capitale. Les enjeux personnels et professionnels sont monumentaux. Ce nouveau vol vers Mars est une véritable avancée pour la science et offre également à l'équipe l'occasion de réparer ses erreurs passées. Atterrir sur Mars est extrêmement périlleux.
La récompense doit vraiment contrebalancer ce risque. Phoenix représente un gigantesque pas en avant dans la recherche de la vie. Mars est un désert glacé hostile. La planète est balayée par de violentes tempêtes de poussière. La température peut chuter jusqu'à moins 140 degrés. Il semble peu probable de pouvoir y trouver de l'eau, et encore moins de la vie. Les éléments de base de la vie peuvent-ils exister dans un environnement aussi impitoyable? C'est ce que Phoenix va tenter de découvrir. Mars reçoit l'énergie du Soleil. Si Phoenix trouve de l'eau gelée et découvre des matières organiques, cela voudra dire que tous les éléments de la vie sont réunis. Et si c'est le cas, la vie est-elle présente sur Mars? Ici, l'attention de tous était tournée vers l'atterrissage sur Mars. Mais dès que la sonde aura touché la surface, de nouveaux défis techniques devront être relevés. Piloter un bras robotisé complexe à des dizaines de millions de kilomètres de distance est une tâche incroyablement ardue. Sur Terre, quand on parle robotique, il s'agit de diriger un robot à l'aide d'un joystick grâce à des caméras. Mais sur Mars, ça ne marche pas du tout comme ça. Car lorsqu'on envoie une commande au robot, elle met entre 15 minutes et 1 heure pour arriver. La sonde Phoenix a survécu à son atterrissage et rejoint la liste des engins spatiaux qui explorent la planète rouge. Le Mars Reconnaissance Orbiter survole la zone et prend cette photo historique de l'atterrissage de Phoenix sur Mars. À la surface, la caméra de Phoenix fournit les images de ce triomphe et filme pour la toute première fois depuis la surface l'Arctique martien. Avant d'être une planète, et même avant d'être une planète cousine de la Terre, Mars est un mythe qui date de l'Antiquité, le dieu romain de la guerre. Puis les fameux petits hommes verts véhiculés par la science-fiction perdurent, même si depuis 40 ans, les sondes spatiales montrent Mars comme un désert aride et sans aucune trace de vie. Baptisé Curiosity, ce rover équipé de 6 roues a été lancé le 26 novembre 2011 de Cap Canaveral. La trajectoire des navigateurs du JPL est tellement précise que la dernière correction est annulée. Au centre de contrôle, la tranquillité et la sérénité prédominent, comme s'il ne se passait rien. Pourtant, la tension est sous-jacente pour les centaines d'hommes et femmes impliqués dans la mission. En 50 ans d'exploration martienne, le dieu de la guerre n'a pas été généreux avec les messagers terriens. Comme le rappelle le patron de la NASA, la partie est loin d'être gagnée. 15 missions réussies contre 24 échouées. Depuis 1975, les États-Unis sont les seuls à avoir pu se poser sur la planète rouge. Les Européens avec Beagle 2 en 2003 et les Russes en 40 ans n'ont essuyé que des échecs. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter directement la vie car la surface martienne privée de couches d'ozone est soumise à une stérilisation constante de toute vie potentielle par les ultraviolets. Ce laboratoire mobile, capable de faire de la minéralogie à distance grâce à un laser français, puis de l'analyse chimique de la roche, tentera de savoir si Mars a connu des conditions propices à la vie il y a quelques milliards d'années. Ce n'est clairement pas une mission de recherche de vie. Ça a été fait, on l'a tenté, ou les Américains l'ont tenté sur la mission Viking, avec des résultats non compris, non complets. La vie, si elle existe sur Mars, est tellement minuscule, tellement infime, qu'elle est extrêmement difficile à détecter. Et qui plus est, elle est probablement dans le sous-sol et ça nous imposerait de creuser. Alors dans l'état des performances de la mission MSL, on ne va pas regarder la recherche de la vie, mais la condition nécessaire pour que la vie soit là, c'est-à-dire la recherche de l'habitabilité, les conditions qui rendent une planète habitable. Ces instruments chercheront dans le sol les argiles et les éventuels ingrédients chimiques qui composent le vivant, tels le carbone ou des molécules organiques contenant du carbone.
Aujourd'hui, l'avenir du programme martien américain se joue en moins de temps que ne met le signal arrivé de la planète voisine. Une sorte de kit ou double. Les 7 minutes de terreur, selon l'expression de la NASA, est digne d'un film de James Bond pour poser délicatement un robot d'une tonne qui fonce à tombeau ouvert vers Mars à 21 243 km/h. La descente est d'autant plus risquée qu'elle doit tester un nouveau bouclier thermique, un parachute supersonique révolutionnaire, 8 puissantes rétrofusées indispensables pour freiner et stabiliser le vaisseau. Une grue aérienne doit alors déposer Curiosity sur ses roues en déroulant lentement des filins de 7 mètres. Heureusement, la météo martienne sur site ne prévoit pas de tempête de sable le jour J, mais une relative chaleur de 0 degré. Quelques minutes avant l'atterrissage, le silence devient pesant. Certains prient, d'autres font leur direct ou tweetent à des millions de personnes. Les regards sont rivés sur les écrans en direct de la salle de contrôle. Touchdown confirmé, déclare Alan Chen, un ingénieur de la mission. Nous sommes en sécurité sur Mars. Tout le monde exulte. 2 minutes plus tard, Curiosity, fidèle à sa programmation, envoie une première image de faible résolution, puis une deuxième, prise de l'autre côté du rover, montrant l'ombre du rover martien et l'horizon. Curiosity devient un être féminin, un elle, she pour la NASA. Le site est baptisé depuis Bradbury, à la mémoire de l'écrivain de science-fiction. En plus des 17 caméras pour plan large, microphotographie ou film en 3D, Curiosity est équipé de 10 instruments, dont 2 français, un canadien, un espagnol et un russe. Ils analyseront les compositions chimiques et isotopiques d'échantillons du sol et de l'atmosphère. Parmi eux, le Chemcam, réalisé par le CNES et le CNRS. En haut du mât déployé, il rappelle le robot Wall-E. Il tire au laser sur son premier caillou et analyse le plasma produit à 8000 degrés pour connaître sa composition chimique. Le robot géologue a lentement commencé ses pérégrinations martiennes. Ses recherches pourraient durer 5 ou 10 ans grâce à sa source d'énergie nucléaire. Pour les centaines de scientifiques américains, français, canadiens, espagnols et russes de Curiosity, le vrai travail ne fait que commencer. Fin 2018, l'atterrisseur InSight de la NASA arrive sur la planète Mars. Son but, étudier la structure interne de la planète, jusque-là inconnue, et essayer de comprendre sa formation et de reconstituer son histoire. Les sismomètres des sondes Viking n'ayant pas fonctionné correctement, InSight nous permet pour la première fois de pouvoir écouter le cœur de Mars. De quoi est composé l'intérieur de la planète rouge ? Quelle est la taille de son noyau, de son manteau ? Le noyau est-il solide ou liquide ? Quelle est l'épaisseur de la croûte ? La réponse à ces questions permettrait de comprendre l'histoire de Mars, mais également d'aider à mieux appréhender la formation des planètes telluriques dans le système solaire. Pour réaliser cette tâche, l'atterrisseur InSight dispose à son bord de plusieurs instruments scientifiques. Le magnétomètre InSight Fluget. Bien que le champ magnétique de la planète ait disparu, certaines roches sont toujours magnétisées. HP-Cube, une sonde de température qui permet de mesurer le taux de refroidissement de la planète depuis sa formation et ainsi mieux comprendre le fonctionnement des échanges thermiques au cœur de la planète. La sonde a été déposée sur le sol de Mars le 12 février 2019. APSS, une station météo qui mesure la température, la pression atmosphérique, mais également la force des vents martiens. Car même si l'atmosphère très ténue de Mars limite le ressenti du vent, il existe bel et bien. En témoigne ce son enregistré par le sismomètre CEIS. InSight dispose également de l'instrument RISE, développé par le JPL et qui mesure la géodésie de Mars. Il mesure grâce à des transmissions radio avec la Terre les oscillations de l'axe de rotation de la planète, et pourra ainsi aider à déterminer la composition de la structure interne, notamment celle de son noyau. L'instrument principal d'InSight est français et s'appelle CEIS, un sismomètre extrêmement précis développé par le CNES et l'IPGP et qui permet d'enregistrer les moindres vibrations émises par la planète et d'en mesurer ainsi son activité interne. Afin que l'instrument ne soit pas perturbé par des éléments extérieurs, comme justement les vibrations provoquées par le vent, CEIS dispose de plusieurs couches d'isolation, et notamment son bouclier thermique, WTS, qui a été installé une fois CEIS déposé sur le sol de la planète le 19 décembre 2018. CEIS est réellement opérationnel depuis le mois de mars, et il a détecté dès le mois d'avril ses premiers séismes. Depuis, près de 25 ont été recensés. Certains de magnitude 2 ont parcouru quelques centaines de kilomètres. Le plus intense enregistré jusqu'ici est de magnitude 3 et aurait parcouru près de 1600 km.
car plus la magnitude du séisme est importante, plus il parcourt de la distance et traverse les couches internes de Mars. Mais alors, d'où viennent ces séismes ? Il est assez difficile de le savoir avec certitude, mais plusieurs hypothèses sont possibles. À une époque, Mars avait une activité volcanique très intense, et la planète rouge a même à sa surface le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, qui atteint 21 km de hauteur. Il s'avère que non loin du site d'atterrissage d'InSight se trouve le volcan Elysium Mons, qui a toujours une très faible activité et culmine à 14 km d'altitude. Il ne faut pas s'attendre à voir un volcan actif qui rentre en éruption comme sur Terre, les volcans sur Mars sont éteints depuis bien longtemps. Mais cette faible activité d'Elysium Mons peut générer des secousses en profondeur plus ou moins importantes. Pour les séismes les plus petits, cela pourrait très bien provenir d'impacts de météorites à la surface de Mars. 6 mois après la mise en service de SEIS, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions précises sur les résultats. Cependant, les scientifiques observent déjà que le comportement des ondes sismiques sur Mars ressemble beaucoup plus à ceux mesurés sur la Lune par les sismomètres déposés par les missions Apollo que ceux observés sur Terre. Il faudra donc attendre encore un peu pour réussir à comprendre ce qu'il se passe dans le cœur de Mars. Le rover américain Perseverance doit se poser sur Mars le 18 février 2021 dans le cratère G0. Perseverance, c'est plus d'1 tonne d'équipements et d'instruments scientifiques. Objectif, préparer le retour d'échantillons martiens sur Terre. Perseverance a pour objectif d'étudier des traces de vie sur Mars, mais qui se déclinent de 2 façons différentes. Un objectif in situ, j'explore, je voyage, je regarde partout, et je regarde si je vois des choses qui ressemblent à des formes de vie. Ce qu'on sait à l'exemple de la Terre, c'est que c'est très ténu. Et donc, Perseverance s'est donné une 2e cartouche, en quelque sorte, une 2e chance, avec le retour d'échantillons. Et donc, Perseverance va emballer des échantillons. L'échantillon, on l'enrobe, on le met dans un petit tube, et puis le tube, on le pose au bord du chemin. Perseverance, c'est la première mission d'une série de 3 qui doivent conduire à l'horizon d'à peu près 10 ans, 2031, à rapporter sur Terre des morceaux choisis de Mars, caractérisés, parfaitement documentés. Alors on va peut-être en sélectionner un peu plus d'une trentaine, on en rapportera peut-être un peu plus d'une vingtaine, on est en train de caler tout ça. On avait dans les années 2000 des missions qui cherchaient des traces d'eau. Ensuite, dans les années 2010, cette eau, en essayant de se dire qu'est-ce qu'elle a permis, elle transforme la roche dans des argiles, par exemple. Et tout ça nous permet, grâce à Curiosity, par exemple, de dire que c'était une planète habitable. Et Perseverance, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des traces de vie puisqu'elle était habitable. Perseverance va aider les scientifiques à choisir les échantillons qui seront ramenés sur Terre. Des échantillons géologiquement intéressants, diversifiés. Le rover est donc équipé de 6 instruments d'analyse des roches et du sol, dont SuperCam, une version boostée de ChemCam qui équipe actuellement Curiosity. Perseverance va aussi aider à préparer l'avenir, un avenir très très lointain puisqu'il s'agit de l'arrivée de l'homme sur Mars. Le rover est en effet équipé d'un 7e instrument, MOXIE, qui tentera de produire de l'oxygène à partir du gaz carbonique présent dans l'atmosphère de Mars. Alors l'oxygène, c'est très important, parce que, évidemment, si vous pouvez le recombiner à l'hydrogène, vous ferez de l'eau, et puis vous pouvez en faire aussi un carburant, et donc vous pouvez faire, après, pour des fusées, faire de l'électricité, tout ce que vous voulez, c'est fondamental. Et donc MOXIE va extraire du CO2 de l'atmosphère, va fabriquer de l'oxygène extraordinairement pur. Perseverance, c'est un rover équipé de technologies et d'instruments de pointe qui pourront faire des mesures sur place. C'est une mission à plus de 2 milliards d'euros. Alors, pourquoi prévoir le retour d'échantillons ? Pour les planétologues, les échantillons représentent le Graal de la science. C'est casser la tête pour faire un instrument de 10 kg, qui est très bien. Mais il n'a aucune chance par rapport à un instrument qui est de la taille d'une pièce sur Terre, qui aura une résolution, une finesse, une précision 10, 100 ou 1000 fois plus grande. Et comme on cherche des choses très très ténues, il nous faut des instruments qu'on ne trouve que dans nos laboratoires. Alors patience, Perseverance et le programme Mars Sample Return qui prévoit le retour des échantillons répondront peut-être enfin à cette question. Une forme de vie a-t-elle, oui ou non, existé sur Mars ?
Pour qu'Ingenuity puisse décoller de la planète rouge, les ingénieurs de la NASA ont dû résoudre nombre de problèmes inédits. Déjà la distance, 270 millions de kilomètres, un ordre met 15 minutes à être reçu, il faut encore 15 minutes pour constater son effet. Toute correction est impossible. Puis il y a l'air martien, très ténu, 1% de la densité de celui de la Terre. Les pales d'Ingenuity sont donc surdimensionnées, 1,20 m, et elles tournent 2 fois plus vite que celles d'un hélicoptère, 2500 tours minute. Avantage de cette atmosphère peu dense, le vent ne peut pas déséquilibrer l'appareil. Autre avantage, Ingenuity pèse 1,8 kg sur Terre, il est 3 fois plus léger sur Mars, qui est plus petite. Le vol de ce matin serait l'aboutissement d'une suite d'opérations délicates. Sur ces images bien réelles envoyées les semaines précédentes par le rover Perseverance, on voit le petit hélicoptère descendre de son logement entre les 6 roues du rover, puis le rover s'éloigne. Ils se filment l'un l'autre. Enfin, l'hélicoptère déploie ses pales prêts au décollage de ce matin. La NASA prévoit d'autres vols plus ambitieux, à 5 mètres, avec des manœuvres d'éloignement et des retours. Au-delà de l'exploit technique, la NASA espère des images du cratère où se trouve le rover pour en comprendre la géologie. Ce serait le fond de ce qui fut un lac il y a 4 milliards d'années. L'hélicoptère doit tenter de répondre à la question: la vie s'est-elle développée sur Mars à l'heure où elle apparaissait sur Terre?